Donc, la résistance accorde le droit de vote aux femmes. Cela, je crois que nous l'avons vu la dernière fois. Non seulement je le crois, mais je suis sûr. Donc, maintenant, nous avons un autre aspect qui symbolise le retour à la démocratie, c'est la renaissance des partis politiques. Les partis politiques existaient avant la Seconde Guerre mondiale, ils avaient été supprimés ou mis en sommeil par Vichy, ils réapparaissent, et donc c'est la renaissance de ces partis politiques. Ces partis politiques sont essentiellement au nombre de 3. Il y a tout d'abord le Parti communiste dont je vous avais expliqué que pendant toute la résistance, c'était le seul parti qui avait gardé une structure organisée. Il y avait aussi la SFIO c'est-à-dire le Parti socialiste. En tant que parti, il n'apparaît pas dans la résistance, mais ses adhérents participent à la résistance à titre individuel. Et puis il y a un nouveau parti qui apparaît, c'est le MRP, Mouvement des Républicains Populaires. C'est un parti nouveau. Qu'est-ce qu'il a de nouveau, indépendamment de son nom? C'est la version française de la démocratie chrétienne. La France étant un pays laïque, on ne met pas en avant, dans un parti politique, une étiquette religieuse. Donc il s'appelle tout simplement le MRP. Mais, si vous voulez, ses adhérents sont des démocrates chrétiens, des démocrates chrétiens. Donc ce sont ces 3 partis qui vont jouer un rôle essentiel pendant la période qui nous occupe. Et ces 3 partis vont forger une alliance qu'on appelle le tripartisme. L'alliance de ces 3 partis. Le Parti communiste a, depuis 1941, adopté, vous le savez, je vous l'avais dit, je le rappelle brièvement, avait adopté une attitude patriotique, avec en particulier la formation des FTP, Front Tireur Partisans français, le terme français symbolisant cette orientation patriotique. Et à la Libération, il se présente comme le parti des 40 000 fusiliers, ce qui est inexact. Les communistes ont été fusillés quand ils étaient pris, ils n'étaient pas les seuls, et il n'y a jamais eu en France 40 000 fusillés. Un recensement a été fait par les historiens, et on aboutit aux alentours de, en tout, les condamnations, les exécutions sommaires et les condamnations par les tribunaux militaires allemands, parce que les Allemands considèrent que tout homme qui se bat en uniforme est un franc-tireur et qui doit être fusillé. C'est, je dirais, la tradition allemande, de l'armée allemande. Alors que dans la tradition française, c'est très différent. Dans la tradition française, le citoyen défend sa patrie. Ça date de la Révolution française. Et donc, il n'a pas besoin d'être forcément en uniforme. Donc, vous voyez, dans les cultures militaires, il y a une contradiction. Mais en tout, il n'y a jamais eu 40 000 fusillés. Et le Parti communiste va proposer, à ce moment-là où il est très fort, va proposer à la SFIO l'unité organique. L'unité organique, excusez-moi, j'ai ce masque qui me gêne beaucoup. L'unité organique, c'est une unité où les 2 partis, le Parti communiste et le Parti socialiste, se fondraient dans un seul parti. C'est un processus qui va être fait dans toute l'Europe de l'Est où se trouve l'armée rouge. Et en France, cela va échouer. Parce que si les militants qui arrivent au Parti socialiste, au moment de la Libération, sont favorables à cette unité organique, donc unité d'organisation, les vieux militants socialistes qui se souviennent du passé sont contre cela. Le passé, qu'est-ce que c'était? C'était le moment où le Parti communiste, avant son tournant dans le Front populaire, utilisait fréquemment l'insulte vis-à-vis des socialistes. Donc, cette unité organique ne se fera pas, mais il y aura une unité d'action. Ne confondez pas unité organique et unité d'action. Unité d'action, ça veut dire qu'on se met d'accord pour un certain nombre d'actions précises. Donc, voilà ces nouveaux partis qui apparaissent. Quant aux partis de droite, ils sont pratiquement laminés. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient généralement ralliés à Vichy. D'ailleurs, De Gaulle avait eu une certaine humeur
vis-à-vis de leurs représentants en leur disant « Messieurs, je n'ai pas vu beaucoup d'entre vous à Londres », ce qui était vrai. Donc, nous verrons les résultats des élections et nous verrons que les partis de droite sont laminés et qu'ils ont peu de représentants. Je ne dis pas qu'ils n'en ont pas, mais là, ils en ont peu. Quant à la résistance, elle va se regrouper au sein du MNL, Mouvement National de Libération, c'est-à-dire c'est toute la résistance non communiste qui se regroupe et qui va se comporter comme un parti politique, qui va présenter des candidats aux élections, et en particulier aux élections municipales. Mais l'essentiel, c'est la question du régime. Est-ce que la France, alors PCF, qui se présente comme le parti des 40 000 fusillés, vous notez le point d'interrogation, parce qu'il n'y a jamais eu donc 40 000 fusillés, comme je le disais, et le mouvement de libération nationale, qui est toute la résistance non communiste et qui va se présenter aux élections. Mais je disais que l'aspect essentiel, c'est la question du régime. Sous quel régime se trouve la France? Il ne vous a pas échappé que le gouvernement est un gouvernement provisoire de la République française, présidé pour l'instant par De Gaulle, le chef de toute la résistance, qui a été théoriquement unifié. Je dis théoriquement parce qu'en réalité, elle n'a jamais été vraiment unifié. Mais sur le papier, c'était ainsi. Alors, ça peut paraître quelque chose de technique, mais c'est essentiel. Il va y avoir une série de référendums et d'élections constituantes et d'élections législatives. Commençons par le début. Le 21 octobre 1945, la guerre vient juste de se terminer. Enfin, il y a quelques mois qu'elle s'est terminée. Les Français vont être amenés à voter 2 fois. Ils vont voter dans le cadre d'un référendum où ils doivent répondre à 2 questions. Et ils doivent décider si les députés qu'ils vont élire, car ils vont élire des députés, sont des députés constituants. Ça veut dire que leur rôle est de faire une constitution, ou si ce sont de simples élections législatives, c'est-à-dire des députés qui sont là pour voter les lois, mais pas pour faire une constitution. Et s'il ne faut pas de constitution, ça veut dire qu'on est toujours sous la Troisième République. Donc, ils vont voter au référendum 2 fois. On va leur poser la première question. Approuvez-vous l'organisation provisoire des pouvoirs publics? Organisation provisoire. Ça veut dire qu'on ne revient pas à la Troisième République. Ça veut dire que c'est provisoire parce qu'on va mettre sur pied un nouveau régime. Quel est le résultat? Eh bien, 96% des Français répondent oui. Oui, nous approuvons l'organisation provisoire des pouvoirs publics. Qui vote non? Ben, c'est très clair. Ceux qui votent non, c'est un parti, c'est celui qui a créé la Troisième République, mais dont le programme a été réalisé et qui n'a plus une grande influence, sauf dans quelques départements, dans les Hautes-Pyrénées, dans le Tarn-et-Garonne et en Charente. C'est le Parti radical. Donc le Parti radical prône le non. 4% du vote. Les Français votent oui. Nous approuvons l'organisation provisoire des pouvoirs publics. Donc ça veut dire qu'il y aura une nouvelle constitution. La seconde question, elle est un petit peu technique, donc je passe assez vite. Est-ce que vous accordez les pleins pouvoirs à l'Assemblée, si elle est constituante, pour faire une nouvelle constitution? Or, là, les Français répondent oui à 66%. C'est-à-dire qu'à 66%, ils acceptent que l'Assemblée constituante ait des larges pouvoirs, mais pas les pleins pouvoirs. Donc, il y a quelques principes de base. Un principe de base, c'est la séparation des pouvoirs. Vous savez que depuis Montesquieu, il y a un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif et un pouvoir judiciaire. Donc ça, c'est intangible. S'il n'y a pas cette séparation des pouvoirs, ça s'appelle une dictature.
Lorsque un pouvoir a tous les pouvoirs, c'est une dictature. Donc, effectivement, il y a quelques principes de base. Mais l'Assemblée aura quand même de larges pouvoirs. Donc, ce sera, d'après le référendum, une constituante qui sera élue, puisque les pouvoirs publics sont provisoires. Alors, les résultats de cette Assemblée élue, qui devient constituante, c'est une Assemblée dont le but est de faire une constitution. Cette Assemblée est élue à la proportionnelle par scrutin de liste départementale. À la proportionnelle. Et voici les résultats de ces élections. Alors, c'est le 21 octobre 1945, les référendums, oui, 96%, les pouvoirs provisoires, oui, 66,5% pour faire une constitution, en respectant quand même la séparation des pouvoirs. Alors, cette assemblée sera constituante, à la proportionnelle, et voici les résultats. Le Parti communiste et les apparentés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la carte du Parti communiste, mais qui se sentent proches du Parti communiste. 160 députés, c'est le premier parti aux élections. Ensuite vient la SFIO. La SFIO, ce sont les socialistes, section française de l'Internationale ouvrière. L'Internationale étant la seconde, l'Internationale des communistes étant la troisième. Donc, je dirais les communistes et les socialistes, c'est quand même plus simple. La SFIO aura 146 députés. Le MRP, qui arrive en fait en seconde position, il aura 152 députés. Donc, les trois partis qui sont issus de la résistance, qui ont participé à la résistance, vous le constatez, arrivent très largement en tête. Ils ont une écrasante majorité. Est-ce qu'ils vont s'entendre? Ça, c'est autre chose, on le verra. Mais ils vont s'entendre pendant un certain temps. Les radicaux, qui ont été le grand parti de la Troisième République, 29 députés, c'est-à-dire très peu. L'UDSR, Union démocratique et socialiste de la résistance. Bon, pour simplifier, c'est le parti de François Mitterrand. François Mitterrand qui, dans un premier temps, a participé à Vichy et qui ensuite est devenu résistant. Soyez pas étonnés, c'est d'une totale banalité. Il y a eu ce qu'on appelait les Vichito-résistants, c'est-à-dire des gens qui, au début, n'ont pas compris ce qu'était Vichy et qui ensuite ont basculé dans la résistance. Donc, eux aussi, ils ont assez peu de sièges, 29. Et les partis de droite, tous ensemble, ils ont 62 sièges. Donc, vous voyez qu'ils sont extrêmement minoritaires dans cette assemblée. On peut placer les radicaux et du SR à gauche. Et donc, les partis de droite de 60 sièges. Il faut élire, maintenant qu'il y a une assemblée, il y a une assemblée représentative. Il faut élire le chef du gouvernement. Et bien, sans surprise, le chef du gouvernement est élu le 13 novembre 1945 et c'est De Gaulle. De Gaulle, chef de la résistance, devient le chef du gouvernement provisoire. Attention, gouvernement provisoire, car il n'y a pas de constitution. Il faut faire une constitution. C'est le rôle du député. Mais très vite, De Gaulle entre en conflit avec le Parti communiste. Pourquoi? Parce que le raisonnement du Parti communiste, il est relativement simple. Nous sommes le premier parti, par le nombre de députés, dont nous revendiquons un des trois ministères clés, des trois ministères régaliens, c'est-à-dire qui représentent véritablement l'État. Alors ces trois ministères régaliens, c'est un, ministère de l'Intérieur, la police, 2, la diplomatie, ministère des Affaires étrangères, et 3, c'est le ministère de la Justice. Donc ce sont trois ministères absolument essentiels qui portent la voix de la France aux autres pays. C'est la position officielle de la France. Et donc, je vais faire quelques lectures. Alors, c'est très facile à trouver, c'est un livre de poche. Mémoire de guerre.
Charles de Gaulle. Voici ce qu'il dit. Attention, de Gaulle n'est pas communiste. Vous êtes au courant quand même. Je vois que ça vous fait rire. Le 15 novembre, entreprenant de constituer le gouvernement, j'eus à marcher sur des nids d'intrigue. Les fractions de la gauche, qui formaient à l'Assemblée d'une notable majorité, soulevaient de multiples réserves. Les radicaux me faisaient connaître qu'ils ne seraient pas les miens. Si tel d'entre eux acceptait, néanmoins, un portefeuille, ce serait, disait-il, contre l'agrément de leur groupe. Les socialistes, méfiants et sourcilleux, s'incrivaient de mon programme, multipliaient les conditions et déclaraient qu'en tout cas, ils n'accorderaient leur vote qu'un cabinet ayant l'appui et la participation des communistes. Enfin, ceux-ci, jouant le grand jeu, exigé par la voix de Maurice Thorez, l'un des trois ministères qu'il tenait pour les principaux. L'intérieur, les affaires étrangères, la défense nationale. Alors, bien sûr, je vous ai dit la justice, mais il y avait aussi la défense nationale. La défense nationale, c'est l'armée, bien entendu. N'oublions pas que la France sort de la guerre, juste. C'était bien là la question. Si je venais à céder, les communistes disposant d'un des leviers de commande essentiels de l'État auraient, dans un moment de trouble, le moyen de s'imposer. Si je refusais, je risquais de me trouver impuissant à former le gouvernement. Mais alors, le parti, je mets entre guillemets, il parlait du Parti communiste, bien sûr. Mais alors, le parti, ayant démontré qu'il était plus fort que De Gaulle parle toujours de lui à la troisième personne. Il dit jamais je, il fait comme Jules César à la guerre de Gaulle. Deviendrait le maître de l'œuvre. Je décidai de trancher dans le vif et d'obliger les communistes, soit à entrer au gouvernement en condition que je leur ferai, soit à prendre le large. Je notifiai à Thorez que ni les affaires étrangères, ni la guerre, ni l'intérieur ne seraient attribués à quelqu'un de son parti. À celui-ci, j'offrais seulement des ministères économiques, c'est-à-dire tous ceux qui relèvent du social et de l'économie. Alors là, ce n'est pas la voix de la France dans les assemblées internationales. C'est simplement, je dirais, de la gestion intérieure. Donc, De Gaulle est prêt à céder les ministères économiques. Sur quoi les communistes publièrent de furieuses diatribes, affirmant qu'en refusant de leur donner ce qu'ils réclamaient, j'insultais la mémoire des morts de la guerre, et d'invoquer, alors c'est plus 40 000, et d'invoquer leurs 75 000 fusillés. Chiffre tout à fait arbitraire, d'ailleurs, car heureusement le total de leurs adhérents tombés sous les balles des pelotons d'exécution n'atteignirent pas le 5e, et d'autre part, ceux des Français qui avaient sacrifié leur vie l'avaient fait, communistes compris, pour la France, non pour un parti. Là-dessus, il me fallut subir les objurgations à l'armée des diverses sortes de gens de gauche, qui m'adjuraient de céder pour éviter une crise fatale, tandis que les autres groupes se tenaient muets et à l'écart. Mais ma résolution était prise. Contraindre l'Assemblée nationale à me donner raison contre l'extrême gauche marxiste, alors on raisonne comme ça à l'époque. Le Parti communiste et la SFIO et les socialistes sont des partis marxistes. C'est-à-dire qu'ils se réclament de la doctrine marxiste. Même si c'est un peu loin. S'ils sont un peu loin de la doctrine marxiste. Mais c'est la référence. Donc De Gaulle reprend cela. Là-dessus, il me fallut subir les objurgations à l'armée des diverses sortes de gens de gauche qui en adjuraient de céder pour éviter une crise fatale. Tandis que les autres groupes s'en étaient muets et à l'écart. Mais ma résolution était prise. Contraindre l'Assemblée nationale à me donner raison contre l'extrême gauche marxiste, c'est à quoi je voulais aboutir. Le 17, j'écrivis donc au président de la Constituante que, ne pouvant constituer un gouvernement d'unité, je remettais à la représentation nationale le mandat qu'elle m'avait confié. Donc De Gaulle menace de démissionner. Si je n'obtiens pas cette satisfaction, ben je m'en vais. Ça marche souvent. J'annonçais que, pour de claires raisons nationales et internationales, je ne mettrai pas les communistes à même de dominer notre politique en livrant la diplomatie qui l'exprime, l'armée qui la soutient ou la police qui la couvre. Cela étant, je formerai le gouvernement avec l'appui de ceux qui choisiraient de me suivre. Sinon, je quitterai le pouvoir aussitôt
et sans amertume. Bon, il obtient satisfaction, c'est-à-dire que les communistes cèdent et ne réclament plus un de ces 3 ministères régaliens, donc De Gaulle est le président du gouvernement provisoire de la République française. Mais en fait, le vrai débat, ce n'est pas celui-là. Le vrai débat, sachez-le dès maintenant, c'est un débat, un désaccord de fond sur la constituante. Les partis veulent un système parlementaire, c'est-à-dire un système où il y a un président du Conseil soutenu par une majorité au Parlement, un système parlementaire classique, celui de la Troisième République. Et De Gaulle, lui, veut un exécutif fort, c'est-à-dire que le pouvoir exécutif, qui ne doit pas dépendre de l'Assemblée, on verra, a des pouvoirs de décision et ne dépend pas de l'Assemblée. Comment? Nous allons le voir dans un instant. Et en fait, De Gaulle coupe court et il va démissionner. Il va former le gouvernement, mais il va démissionner. Pas tout de suite. Pas au moment où se produit ce conflit. Il démissionne le 20 janvier 1946. Donc, lorsqu'on parle de Gaulle sous la 4e République, il reste très peu de temps au pouvoir. Et à ce moment-là, il n'y a pas de constitution. À ce moment-là, c'est toujours un gouvernement provisoire. Alors, là aussi, il raconte les conditions de son départ. Je vais vous les lire aussi. Le 19 janvier, nous savons qu'il démissionne le 20. Et nous savons que cela est officialisé le 21. Le 19 janvier 1946, c'est en 1946, je fis convoquer les ministres pour le lendemain, rue Saint-Dominique. À l'exception d'Auriol et de Bidault, qui se trouvaient à Londres, Auriol est socialiste et Bidault est MRP. À l'exception d'Auriol et de Bidault, qui se trouvaient alors à Londres, et de Soustelle est plutôt gaulliste, et qui se trouvaient au Gabon, tous étaient réunis le dimanche même au matin dans la salle dite des armures. J'entrai, serrai les mains, et sans que personne ne s'assit, prononcer ces quelques mots. Le régime exclusif, excusez-moi, je tourne la page. Ah, le micro, c'est pas très commode. Le régime exclusif des partis a reparu. De Gaulle est opposé aux partis politiques. Il critique régulièrement les partis politiques. Lorsqu'il créera un parti, il ne l'appellera pas parti. Il l'appellera mouvement. Bon, oui, c'est un parti. Donc, le régime exclusif des partis a reparu. Je le réprouve. Mais à moins d'établir par la force une dictature dont je ne veux pas, et qui, sans doute, tournerait mal, je n'ai pas les moyens d'empêcher cette expérience. Il me faut donc me retirer. Le calcul de De Gaulle, c'est le suivant. Ils vont faire une constitution, ils vont échouer, et à ce moment-là, je reviendrai. C'est bien calculé, sauf qu'il s'est trompé sur les délais. Mais on y reviendra. Mais à moins d'établir par la force intellectuelle, etc., il me faut donc me retirer. Aujourd'hui même, j'adresserai au président de l'Assemblée nationale une lettre lui faisant connaître la démission du gouvernement. Je remercie bien sincèrement chacun de vous du concours qu'il m'a prêté, et je vous prie de rester à vos postes pour assurer l'expédition des affaires jusqu'à ce que vos successeurs soient désignés. Les ministres me firent l'effet d'être plus attristés qu'étonnés. Aucun d'eux ne prononça un mot, soit pour me demander de revenir sur ma décision, soit même pour dire qu'il a regretté. Après avoir pris congé, je me rendis à mon domicile, route du champ d'entraînement. On me rapporta, après ma sortie, que les ministres conférèrent entre eux quelques instants. Monsieur Thorez observa, paraît-il, voilà un départ qui ne manque pas de grandeur. Monsieur Mock dit, cette retraite est grave, à coup sûr, mais de mal peut sortir un bien. La personnalité du général étouffait l'Assemblée nationale. Celui-ci va pouvoir maintenant se révéler librement.
M. Pleven, qui était marqué, fit entendre la voix de l'amertume et de l'inquiétude. Voyez à quoi vos groupes vont aboutir, reprocha-t-il à ceux de ses collègues dont les partis avaient fait obstacle à mon action. Nous sommes placés, déclarèrent M. Gay et Jen, devant la lourde responsabilité de succéder à De Gaulle. Notre mouvement tâchera d'en être digne. Alors donc, s'écria M. Torres, du moment qu'avec le général, vous ne pouviez pas en sortir, comment le ferons-nous sans lui? Point d'interrogation. Dans la lettre que j'écrivis au président de l'Assemblée, je fis en sorte qu'il n'y ait pas une ombre de polémique. Je suis resté, disais-je, à la tête du gouvernement après le 13 novembre 1945. C'était pour assurer une transition nécessaire. Maintenant, les partis sont en mesure de porter leurs responsabilités. Je m'abstenais de rappeler en quel état se trouvait la nation, quand j'avais assumé la charge de la diriger vers sa libération, sa victoire et sa souveraineté. Mais je constatais, aujourd'hui, après d'immenses épreuves, la France n'est plus en situation d'alarme. Certes, maintes souffrances pèsent encore sur notre peuple, envers lesquelles, et de graves problèmes demeurent, mais la vie même des Français est, pour l'essentiel, assurée. L'activité économique se relève, nos territoires sont entre nos mains. Nous avons retraité en Indochine. La paix publique n'est pas troublée. À l'extérieur, en dépit des inquiétudes qui subsistent, l'indépendance est fermement rétablie. Nous tenons le règne, nous participons au premier rang à l'Organisation internationale du monde. Et c'est à Paris que doit se réunir au printemps la première conférence de la paix. Enfin, j'exprimais le vœu profondément sincère que le gouvernement de demain puisse réussir dans sa tâche. M. Félix-Gouin m'adressa une réponse de très bon ton. Donc, De Gaulle est parti. Il est parti, et que se passe-t-il à partir de là? Eh bien, à partir de là, on va assister à ce qu'on appelle le tripartisme, c'est-à-dire une alliance entre. Alors, il était devenu chef du gouvernement provisoire le 13 novembre 1945 et il démissionne le 20 janvier 1946. Bon, le 5 46, laissez-le pour l'instant parce que nous allons le voir dans cette leçon. Et voici François qui annonce son départ. De Gaulle se retire, il quitte définitivement la vie politique et sa décision est irrévocable. C'est-à-dire qu'il s'en va à quoi? Et donc, il n'y a pas de constitution. Les députés sont en train de travailler pour faire une constitution. Cette constitution va être achevée. Et il va y avoir des élections. Alors, attendez, un tiret, je vois que je ne l'ai pas marqué, un tiret, le nouveau régime. Le nouveau régime, après la démission de Gaulle. Le nouveau régime. Et on peut y mettre un point d'interrogation. Parce que pour que le nouveau régime soit adopté, il faut qu'il y ait un référendum. Dans la tradition française, la constituante fait une constitution, mais ensuite on demande aux électeurs s'ils sont d'accord pour adopter cette constitution. Donc il y a un référendum. Et c'est le projet de constituante qui est sur la sellette. Est-il adopté ou est-il rejeté? Et effectivement, nous voyons que, voilà, référendum. Les électeurs sont appelés aux urnes. Vous voyez qu'il y a des femmes et des hommes qui votent. Vous voyez qu'ici, il y a deux personnes en uniforme. Celle-ci, et c'est une femme et là un homme, avec son calme. Bon, donc, on vote, et les résultats du vote, c'est que le 5 mai 1946, De Gaulle n'est plus là, il n'est plus président du gouvernement provisoire, le référendum est rejeté. C'est-à-dire le projet de constitution est rejeté. Les Français n'en veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils prévoyaient une assemblée unique. Et la tradition française, c'était depuis la Troisième République le bicamérisme et pas une assemblée unique. Une assemblée unique, ça fait référence à la Révolution française. La constituante, la législative. Et puis ensuite, il y aura deux assemblées, le Conseil des Anciens et le Conseil des 500. Mais le début de la Révolution, c'est une assemblée unique. Et là, les députés avaient prévu une assemblée unique. Quand je dis les députés, c'était les communistes et les socialistes. Ils prévoyaient une assemblée unique. Et le MRP était contre. Ils voulaient deux assemblées, un système bicamériste, avec deux assemblées.
eh bien, le référendum est un échec. C'est-à-dire que le projet de constitution est rejeté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut refaire des élections pour élire à nouveau une nouvelle assemblée constituante qui va faire une seconde constitution qui sera soumise au référendum. Et si les Français l'acceptent, eh bien la constitution sera appliquée. Donc vous voyez que l'accouchement de la 4e République, c'est un peu laborieux et que ça provoque une certaine lassitude dans le corps électoral français. Alors on élit pour désigner une nouvelle assemblée constituante. Alors voici les résultats de cette nouvelle assemblée constituante. Dans le référendum est rejeté, celui qui avait été présenté, d'où les élections. L'élection de la constituante. Le MRP, qui avait été contre, arrive en tête. 164 députés. Le Parti communiste arrive en seconde position, 153. Et la SFIO, 127. Donc ce sont toujours les trois partis qui sont toujours alliés, mais qui sont en désaccord sur la constituante ou sur la Constitution. Mais qui arrivent en tête. C'est toujours eux qui ont la majorité absolue. Mais ils ont manifesté leur désaccord sur la Constitution. Alors on refait une nouvelle Constitution. Et on demande à Bidault qui dirige le MRP, Bidault ça s'écrit B-I-D-A-U-L-T, Bidault, Georges Bidault. On demande à Bidault de former le gouvernement. C'est un gouvernement dirigé donc par les MRP. La constituante travaille et présente un nouveau projet de constitution. Ce nouveau projet de constitution est soumis à référendum, une nouvelle fois, pour la seconde fois, le 13 octobre 1946. Et cette fois, voici les résultats. Ah, où je mis ça? Non. Pourtant, voilà. La Constitution est adoptée, mais avec 31,2% d'abstention. Vous allez me dire, c'est pas la même chose. Et alors, c'est énorme. C'est énorme. C'est pas parce qu'aujourd'hui les gens votent moins que 31%, c'est pas un résultat anodin pour l'abstention. Le résultat, c'est le suivant. Oui, le nombre de oui. 36. Alors, on compte toujours pour ce référendum, on compte toujours par rapport aux inscrits. Pourquoi? Parce que ça a frappé l'imagination à ce moment-là. Et on ne raisonne pas par rapport aux votants, on raisonne par rapport aux inscrits. C'est-à-dire, on essaie d'apprécier l'adhésion populaire, c'est-à-dire celle des électeurs, en faveur ou contre cette constitution. Donc 36,1% votent oui, donc acceptent cette constitution. 31,2% votent non. Donc ça veut dire que la constitution est adoptée de toute façon. Un gros tiers vote oui, un petit tiers vote non, et un autre tiers s'abstient. Attention, 31,2%, moi j'ai 31,4%. Bon, vous me direz que 0,2%, ça représente pas, c'est pas un mouvement de foule. Donc un tiers, la Constitution est adoptée. Donc maintenant que la Constitution est adoptée, il faut choisir les hommes. Qui va être président de la République? Qui va être président du Conseil? Ce sont les deux postes clés, président de la République et président du Conseil. Alors il y aura deux assemblées. Assemblée qui change un petit peu de nom. On ne dit plus Assemblée nationale pour dire les députés. On dit la Chambre des députés. Donc le mot Assemblée est changé par le mot Chambre. On ne dit plus Sénat. Il n'y a plus de Sénat. Il y a maintenant des conseillers de la République. Conseillers de la République, mais c'est un titre ça. C'est un titre à minima, conseiller.
de la République, certes, mais simplement conseiller. Et très vite, les sénateurs trouveront le moyen de dire un mot au Sénat. Donc ça redeviendra le Sénat. Parce que conseiller de la République, c'est pas un titre suffisamment noble. Bon, vous savez que les députés sont élus au suffrage universel direct et que les sénateurs, toujours aujourd'hui, sont élus par un suffrage à 2 degrés avec des délégués des conseils municipaux, avec des délégués des assemblées départementales et avec le vote des députés et des sénateurs. Non, des sénateurs non, puisque leur mandat est en jeu, le vote des députés. Donc c'est un suffrage indirect. Alors que les députés sont élus au suffrage direct. Quant au président de la République, il sera élu par les 2 assemblées, et De Gaulle dira méchamment, ce qui n'est pas vrai pour le premier président, mais qui sera vrai pour le second, le premier étant Vincent Auriol, le second étant René Coty. Donc, il dira méchamment, il inaugure les chrysanthèmes. Le mot date de cette époque-là, et c'est De Gaulle qui l'a prononcé. C'est-à-dire que le président de la République a les mêmes pouvoirs qu'en 1875. 1875, c'est la Troisième République, et ce sont les lois constitutionnelles. Parce qu'en 1875, il n'y a pas eu de constitution. Ce sont des lois qui ont été votées progressivement les unes après les autres. Et la France est devenue une république à 1 voix de majorité parmi les députés. C'était le fameux amendement Vallon, où on définissait les pouvoirs du président de la République. Alors on avait discuté longuement, est-ce qu'il fallait dire les pouvoirs du président de la République ou les pouvoirs du chef du pouvoir exécutif. À 1 voix de majorité, c'était les républicains qui avaient gagné. Et donc, depuis 1875, la France était une république. Mais en fait, elle était depuis 1870. Sauf qu'après 1870, c'était les royalistes qui avaient la majorité. Bon, mais enfin, c'est pas notre sujet. Donc, voilà la Constitution qui est votée. Il y aura ensuite quelques modifications ultérieures. Quelques modifications ultérieures qui feront que la 4e République ressemblera étrangement à la 3e. Alors, quelles sont ces modifications qui sont apportées par la suite? Eh bien, le président, on ne dit pas Premier ministre, on dit président du Conseil. Et ce n'est que sous la 5e République que l'on dit Premier ministre, dont le président du Conseil reçoit l'investiture personnelle pour former le gouvernement. Mais qui a choisi le président du Conseil? Et c'est là que le président de la République a un rôle essentiel à jouer. C'est le président de la République qui va pressentir un député, mais pas selon ses goûts personnels, en fonction du rapport des forces électorales. Et s'il voit que tel homme est l'homme de la situation à un moment donné, c'est à lui qu'il va demander de former le gouvernement. Cet homme reçoit l'investiture personnelle de l'Assemblée. L'Assemblée dit, d'accord, formez le gouvernement. Et donc, il a l'aval des députés. Et la question de confiance est réglementée. C'est-à-dire qu'il y a des conditions très précises à remplir pour poser la question de confiance. Je vous fais remarquer qu'aujourd'hui, il n'y a plus de question de confiance. Aujourd'hui, c'est à l'opposition à faire la preuve qu'elle est majoritaire. Aujourd'hui, il y a la motion de censure. Il faut qu'une majorité, dans les mêmes termes, vote la censure d'un gouvernement. Sinon, le gouvernement reste en place. Ce n'est pas au gouvernement à faire la preuve qu'elle est majoritaire, c'est à l'opposition de faire la preuve qu'elle veut prendre le relais et qu'elle a une politique, puisqu'elle vote une motion de censure. Donc là, c'est la question de confiance. Vous comprenez bien que un vote de censure est beaucoup plus difficile à obtenir que voter une question de confiance. La question de confiance, il suffit que les députés soient contents sur un aspect donné, un aspect mineur, un aspect secondaire, pour qu'il n'y ait pas la majorité, et à ce moment-là, il doit démissionner. Et donc, c'est un successeur qui prend le relais.
C'est pour ça que la 4e République va être touchée par ce qu'on appelle l'instabilité ministérielle. Et les ministères vont se succéder en rythme rapide. Moyenne de vie, moyenne, 6 mois. 6 mois. Qu'est-ce qu'on peut faire en 6 mois? Rien. On ne peut rien faire en 6 mois. Donc, voilà cette constitution qui est mise en place. Et donc, à partir de là, on va mettre le tripartisme, un nouveau régime, quelques modifications ultérieures, la mise en place des institutions et des hommes. La mise en place des institutions et des hommes. Alors maintenant qu'on a une constitution, il faut qu'on ait des députés aussi. Donc il faut élire des députés. Lorsqu'on élit des députés, ça s'appelle une assemblée législative, à ne pas confondre avec une constituante. Donc les députés leur fonction c'est de voter les lois. Attention, pas les lois pour leur canton ou pour leur département. Les lois pour l'ensemble du pays. Il ne faut pas mélanger les genres. Le député est député pour l'ensemble du pays. Pas pour son territoire. C'est pas son rôle. Les sénateurs, ils le font très bien. Donc, la mise en place des institutions et des hommes. Donc, on va élire une assemblée nationale. Une assemblée législative. On va l'élire le 10 novembre 1946. Donc, vous voyez, les Français, ils ont voté. Ils ont fait 2 référendums. Ils ont élu 2 assemblées constituantes. Ils élisent maintenant une assemblée législative. Bon, autant dire qu'ils sont un petit peu lassés. Donc, l'assemblée législative qui est élue, donc, voici les résultats. Élection à la Chambre des députés, le 8 novembre 1946. À nouveau, le Parti communiste passe en tête, 182 élus, suivi par le MRP, et 3e parti, la CFIO. Il y a donc 3 élections, élection des assemblées constituantes, d'une Chambre des députés au suffrage indirect et du Conseil de la République, c'est-à-dire qui devient le Sénat. Donc toutes ces élections ont lieu dans la foulée, et dans une période très courte, ce qui explique qu'il y ait des abstentions. Je dis bien 2 assemblées constituantes, et ensuite une Chambre des députés, une Chambre des députés, et au suffrage indirect, le Conseil de la République et le Sénat. Donc vous voyez une certaine lassitude de l'électorat. Alors il faut élire le président de la République. Le président de la République, ce sera quelqu'un qui se situera entre, politiquement j'entends, qui se situera entre les communistes et les démocrates chrétiens. Donc ce sera un socialiste. Il a une position centrale, politiquement. Je ne parle pas du nombre d'électeurs, mais politiquement. En plus, c'est un homme qui va faire de façon assez remarquable son travail, qui va jouer un rôle important. Le président de la République siège au Conseil des ministres. Donc il peut intervenir, il peut poser des questions, il peut avoir un rôle d'influenceur. Ce sera, donc le socialiste, ce sera Vincent Auriol, président de la République, Vincent Auriol, qui était député de Muret, vous le savez peut-être. Depuis cette époque-là, il y a une tradition, c'est pas une loi, c'est une tradition. Le portrait du président de la République est affiché dans toutes les maisons. C'est pas une loi, c'est pas une obligation, c'est une tradition. Et cela depuis Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, c'est-à-dire les années 1870. Et Vincent Auriol va remplir scrupuleusement les devoirs de sa charge. Et ne vous laissez pas influencer par ceci. Alors, le voici d'abord, Vincent Auriol, lorsqu'il est président de la République. Et ne vous laissez pas influencer par ceci. C'est un pécheur. Chacun a ses défauts. Et donc, il va taquiner la truite. Et voilà, c'est son loisir.
Alors, on peut montrer une photo, ouais, regardez le président de la République qui fait rien, il va toujours à la pêche. Non, c'est quelqu'un qui remplit tous les devoirs de sa charge, qui tient un journal très intéressant de toutes les péripéties politiques de la 4ème République, mais qui en même temps, voilà, se détend de temps en temps en pêchant. L'Assemblée va élire le président du Conseil. Le président du Conseil, c'est lui. C'est Paul Ramadier. Paul Ramadier, dont vous vous souvenez peut-être. Le voici. Vous voyez, il porte un petit bouc. Et il a un journal sous la main, avec quelques dossiers, et on arrive à lire Tireur. Franc Tireur. C'est un journal issu de la Résistance, qui existe toujours dans cette époque-là. Franc Tireur va exister, je me souviens, quand j'étais à l'université, ça existait toujours, hein, dans les années, il y a longtemps. C'était dans les années 60. Bon, donc, voilà, Ramadier est investi par l'Assemblée et il va poursuivre le tripartisme. Donc, il pratique toujours une politique de tripartisme. C'est également l'époque où on va procéder à de très grandes réformes sur lesquelles nous vivons en partie. Alors, ces grandes réformes, petit 3, de profondes réformes inspirées par le CNR, Conseil national de la résistance. Et ces réformes vont être faites à la fois sous De Gaulle, il n'a pas encore démissionné, 20 janvier 1946, et seront faites après De Gaulle. Autrement dit, sous le tripartisme. Alors, ces réformes, quelles sont-elles? D'abord, elles sont facilitées par l'allant, l'enthousiasme de ceux qui ont participé à la résistance et qui ont prévu ces réformes. Ils les ont prévues dans la déclaration du Conseil national de la résistance. C'est facilité également par la désorganisation du patronat français. Le patronat français qui s'était assez largement rallié à Vichy. Et le gouvernement a voulu, au moment où ces réformes étaient mises sur pied, étaient mises en chantier, que le patronat français se réorganise. Donc le patronat français va se réorganiser dans une structure qui s'appelle la Confédération nationale du patronat français, le CNPF. Donc le CNPF renaît à ce moment-là. Auparavant, sous Vichy, il y avait ce qu'on appelait les comités d'organisation, ce qui était tout autre chose. Bon, il faut savoir aussi que le patronat a été en partie épuré. C'est-à-dire que certaines nationalisations, ce seront des nationalisations, je vais vous dire lesquelles, punition. Certains patrons ont accepté des commandes très importantes de l'armée allemande. Et donc, ils ont été sanctionnés. Et puis, il y a ensuite d'autres nationalisations qui n'ont pas ce caractère. La haute fonction publique a été très mollement épurée. Parmi les juges qui ont parfois condamné à mort des résistants, qui ont été guillotinés, eh bien, parmi les juges, seuls sont démis de leur fonction, je cite, ceux qui ont servi avec enthousiasme Vichy. Tous les autres sont concernés. La haute fonction publique de la police, elle est parfois certains sont mutés dans d'autres régions. Mais il n'y a pas de véritable sanction. Pourquoi? Parce que le gouvernement a besoin d'une autre administration. Parce qu'on a besoin de ces gens-là. Donc l'épuration est molle dans ces domaines-là. En revanche, vous savez qu'elle est sévère
à l'égard de ceux qui ont dénoncé et de ceux qui ont tenu des armes contre les résistants. Mais ça, j'en ai déjà parlé, je n'y reviens pas. Et ce sont donc des hommes nouveaux souvent, qui arrivent aux responsabilités. Parce que ceux qui ont collaboré, ils remplissent leur fonction, mais ils essaient de se faire un petit peu oublier quand même. Donc des hommes nouveaux arrivent aux responsabilités. Et dans les nationalisations vont être, je dirais, vont prendre une certaine ampleur. Alors d'abord, il y a les nationalisations sanctions. Nationalisation sanctions, alors oui, le Conseil national du patronat français donc, est reconstitué en décembre 1945, et les nationalisations. Alors voici François Soir qui l'annonce, De Gaulle est encore chef du gouvernement provisoire, et en gros le journal, le général de Gaulle annonce des nationalisations. Quelles sont-elles? Première nationalisation, sanction. Vous reconnaissez un nom? Vous connaissez la 4 chevaux? Cette 4 chevaux qui va faire fureur, qui va être produite à des milliers d'exemplaires. Quand on a quelque argent et qu'on veut une voiture, la première voiture qu'on achète, c'est celle-là. Elle est toute petite. Mais bon, voilà. Et 3 ans d'attente. Comment? 3 ans d'attente. 3 ans d'attente. 3 ans d'attente. Sauf qu'on peut la chercher directement ici. Il y en a qui sont allés la chercher directement ici. 3 ans, bien sûr. On est dans des... on est dans des périodes de pénurie. On va le voir. Donc voilà. Renault est nationalisé, mais c'est une sanction. Monsieur Renault est puni parce qu'il a produit du matériel pour l'armée allemande. Également sont nationalisées d'autres usines, comme par exemple Ghosn et Rhône. Vous ne connaissez pas Ghosn et Rhône? Ça faisait, voilà, des moteurs d'avion et des motos. Je me souviens que chez moi, il y a eu une moto de cette époque qui était de cette marque-là. Donc, Ghosn et Rhône, alors ça s'écrit G-N-O-M-E, avec des accents circonflexes sur le O, et Rhône, comme le Rhône. Donc c'est nationalisé parce que c'est une sanction. Parce que là aussi, Ghosn et Rhône a produit des moteurs d'avion pour la Luftwaffe. Donc, punition. Ensuite, il y a bien sûr les nationalisations qui ont un but, c'est prendre le contrôle d'un certain nombre de secteurs industriels qui permettent d'avoir une influence sur l'économie. Car il faut reconstruire le pays. Et le gouvernement, y compris celui de De Gaulle, veut que le gouvernement puisse impulser une direction, puisse impulser des priorités. Alors, quels sont les secteurs qui sont nationalisés? Je ne parle pas de la SNCF, qui avait été nationalisée en 1937-1938. Mais la SNCF n'avait posé aucun problème, parce que toutes les compagnies ferroviaires faisaient des pertes. Et vous savez qu'il est toujours très facile de nationaliser les pertes. Nationaliser les profits, c'est une autre paire de manches. Donc, à la Libération, on va nationaliser Air France. Air France est nationalisée en juillet 1945. Vous avez ensuite l'essentiel du secteur énergétique qui est nationalisé. Alors attention, ne vous y trompez pas, la France à ce moment-là exploite le tout charbon. La principale source d'énergie, c'est le charbon. Ensuite, on passera au tout pétrole. Et ensuite, on passera à la construction de centrales nucléaires. Mais d'abord, la première étape, c'est le tout charbon. Donc, l'ouvrier qui est glorifié, c'est celui qui permet d'avoir de l'énergie. C'est lui. C'est le mineur. Et en particulier, les mineurs, les travailleurs du bassin du Nord et du Pas-de-Calais. Voilà, c'est le principal gisement houiller de France. Ensuite, il y en aura d'autres, bien entendu, mais c'est le premier.
Donc, les charbonnages de France sont nationalisés. Et on commence par le Nord et par le Pas-de-Calais. Ensuite, on nationalise l'électricité et le gaz. EDF et GDF. Ce sont des entreprises nationalisées à ce moment-là. Le pétrole est tout à fait mineur. De toute façon, en France, il n'y a pratiquement pas de pétrole. Dans les colonies françaises, non plus. Pas de façon massive, en tout cas. Et le pétrole n'est pas considéré comme une source d'énergie majeure. L'énergie majeure, c'est le charbon. Puis, vous avez la nationalisation des sociétés financières. Sociétés financières, avec en particulier les banques de dépôt, qui sont nationalisées le 2 novembre 1945. Je vous donne les dates pour que vous voyez bien que ça se passe sous le tripartisme, que ce soit avec De Gaulle ou que ce soit sans De Gaulle. Donc là-dessus, il n'y avait pas de désaccord. Donc les sociétés financières, et en particulier les banques de dépôt. Les banques de dépôt, c'est-à-dire les banques où vont les clients pour déposer leur argent, tout simplement. Ne pas confondre avec les banques d'affaires, ce qui est autre chose. Puis vous avez aussi la nationalisation des grandes compagnies d'assurance. Les grandes compagnies d'assurance sont nationalisées. Alors là, ça se passe après la démission de De Gaulle, le 25 avril 1946. Et c'est pas fini. Parce que dans les entreprises, les ouvriers, à travers leurs syndicats, avaient peu de pouvoir. Et leur voix n'était pas vraiment entendue. Alors, on crée ce que l'on appelle les comités d'entreprise. Toute entreprise qui a plus de 50 ouvriers doit avoir obligatoirement un comité d'entreprise. Quel est le rôle d'un comité d'entreprise? Eh bien, c'est tout simplement d'être au courant des orientations de l'entreprise. C'est-à-dire la stratégie économique mise sur pied par la direction. Donc il faut les informer. Je dirais que c'est quand même la moindre des choses, puisque ce sont eux qui y travaillent. Et en même temps, les comités d'entreprise gèrent les œuvres sociales. Ça, si vous avez été dans une grande entreprise, vous le savez. Les œuvres sociales sont gérées par les comités d'entreprise. Vous avez également, et ça, c'est encore, alors voilà, la nationalisation de l'énergie, c'est essentiellement le charbon. Ça, c'est un ouvrage qui est paru à l'époque. La sécurité sociale. Vous imaginez un monde sans sécurité sociale? Eh bien, cela existait. Et n'exagérons pas. Quand ça existe toujours. Donc, la sécurité sociale est créée à ce moment-là. Ce qui est vrai, c'est qu'avant, certaines lois, les lois de 1928 et 1930, avaient créé des caisses d'assurance maladie. Mais que ces caisses avaient des statuts différents. Et donc, toutes ces caisses sont unifiées. Et c'est vrai que lorsque la sécurité sociale est créée, tout le monde n'en fait pas partie. Parce qu'il y a certains secteurs où ça a été difficile de créer ces caisses et elles n'ont pas été créées. Et donc, peu à peu, la sécurité sociale va englober progressivement l'ensemble de la société. Progressivement. Et ça va pas se faire du jour au lendemain, bien entendu. Et certaines caisses auront des avantages particuliers. Et vous savez qu'il y a le statut du mineur. Le statut du mineur était particulièrement favorable. Il fallait aussi voir comment travaillaient les mineurs et quelle était leur espérance de vie. Donc, vous avez tout cela qui est créé à ce moment-là, et aussi les caisses d'allocation familiale. Les caisses d'allocation familiale qui sont autonomes et qui sont gérées par des représentants élus par les salariés, et là ils ne sont pas élus, ils sont nommés par l'État. Donc il y a des représentants de l'État et des élus également, et des élus des salariés. Donc tout cela
c'est à la Libération que c'est créé. Et certaines de ces structures existent toujours, bien entendu. C'est aussi le moment où on fait la réforme du fermage. Ça paraît tout à fait secondaire, parce que le métillage avait progressivement disparu en France, sauf dans un département où il était toujours très important, c'était dans les Landes. Mais sinon, le métillage avait disparu au profit du fermage. Seulement, le fermier était parfois sous la dépendance du propriétaire, qui pouvait reprendre la ferme une fois que le fermier avait amélioré la qualité des sols par son travail, etc. Le propriétaire pouvait reprendre son bien. Et bien là, il y a une loi qui donne un droit de préemption, c'est-à-dire une priorité aux fermiers si les terres sont vendues. Et donc le fermier peut, le premier, bénéficier de cette vente. Il faut qu'il trouve le financement, bien entendu. Mais il a également une garantie de rester sur le sol de la ferme, qu'il a amélioré par son travail, et la répartition des récoltes se fait sur une autre base. On avantage le travail au détriment de la propriété. C'est-à-dire que le fermier reçoit les 2/3 de la récolte et le propriétaire reçoit 1/3 de la récolte. Donc 2/3, 1/3. Autrement dit, le sort du fermier est amélioré. Mais, ne vous y trompez pas, c'est une période dure, très dure, qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. C'est une période au cours de laquelle les pénuries sont nombreuses. Alors, j'ai un petit peu synthétisé tout ce que je vous ai dit, au cas où vous ouvririez quelque chose d'important: les nationalisations, Renault, Rhône, Air France, le charbonnage, les sociétés financières, les comités d'entreprise, la sécurité sociale, que je suis un petit peu passé vite sur les caisses d'allocation familiale, et le statut du fermage. Vous pouvez ajouter les allocations familiales ici. Bon, voilà les principales mesures qui sont adoptées au moment de la libération, que ce soit avec ou sans De Gaulle. Alors je disais, ne vous y trompez pas, c'est une période très dure, parce que nous sommes en plein dans la bataille de la production. Le pays a été dévasté. On s'est battu en France. Hein. On s'est battu dans certaines régions, en Normandie, sur la route vers l'Allemagne, tout en évitant Paris, je vous l'ai dit, pour les armées alliées. On s'est battu également dans le Midi, en Provence. On s'est battu dans la vallée du Rhône, on s'est battu dans l'est de la France, donc les destructions sont très importantes. On a dit aux résistants, lorsqu'il n'est pas nécessaire de faire sauter un pont, ne le faites pas sauter. Mais dans l'exaltation, c'est si bon un pont qui saute. Je plaisante. Sauf que le pont, il faut le reconstruire. Et que le construire un pont, effectivement, c'est quelque chose de compliqué. Donc, c'est la bataille de la production. Et les ministres communistes sont au gouvernement de Ramadier. Ramadier a fait le tripartisme et il y a dans son gouvernement 4 ministres communistes. Ce qui a l'avantage, parce que le Parti communiste peut canaliser les revendications de la CGT. À l'époque, il y a une liaison qui est très forte entre le Parti communiste et la CGT. Donc les revendications des ouvriers peuvent être canalisées au nom de l'intérêt national. Il faut reconstruire le pays. C'est dur, il faut faire des sacrifices, certes, mais il faut reconstruire. Et il faut reconstruire la base du pays. Il faut reconstruire les infrastructures. Parce que le gouvernement a le choix. Soit il essaie d'améliorer la vie quotidienne. Améliorer la vie quotidienne, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ouvrir la porte aux importations. Il faut encore qu'elles arrivent, parce qu'elles arrivent des États-Unis, d'Amérique du Nord. Et les ports sont en grande partie détruits. Mais on peut y arriver difficilement. Donc, première option, on épargne les Français,
on améliore la vie quotidienne. Seconde option, on reconstruit les bases de l'économie. Autrement dit, on attend pour améliorer la vie quotidienne des Français. Eh bien, c'est cette option-là qui va être choisie. En canalisant les revendications des ouvriers, mais le Parti communiste joue un rôle très important. C'est-à-dire, on reconstruit le pays. Le devoir du mineur, c'est de produire du charbon. C'est pas de revendiquer. Et bien sûr, vous avez des revendications, mais elles viendront en temps voulu. C'est pas le moment. C'est la bataille de la production, ce qu'on appelle la bataille de la production. Il faut reconstruire le réseau ferré, qui a été en grande partie dévasté. Et on crée, en janvier 1946, le commissariat au plan, qui n'existe plus. Le commissariat au plan, c'est un organisme qui définit les orientations du plan. C'est un commissariat qui est incitatif et qui n'a rien à voir avec l'URSS. Puisque vous savez qu'à l'URSS, il y a les plans quinquennaux. Et les plans quinquennaux sont impératifs à l'URSS. Il faut le réaliser obligatoirement. Même si on t'en fait compte un petit peu sur les chiffres. Mais il faut le réaliser. Tandis que le plan à la française est incitatif. Ça définit des orientations générales, avec peut-être des subventions dans certains domaines, lorsque c'est considéré comme essentiel. Le chemin de fer, les ponts, etc., le charbon. Donc, on crée un commissariat au plan en janvier 1946, et en janvier 1947, ce commissariat au plan, je vais en arrière. Voilà, ça c'est la bataille de la production. C'est une affiche du Parti communiste. Retroussez vos manches. Travaillez. Ne revendiquez pas, travaillez. Retroussons nos manches, ça ira encore mieux. Donc, vous savez, à l'emplacement de la Socata, aujourd'hui, il y avait déjà une usine d'aviation. Et les ouvriers, ils venaient à vélo au travail. Ils venaient de Tarbes, ils venaient de Lourdes, ils venaient de tous les villages environnants. Et que mangeaient-ils? On peut se le demander. Ils mangeaient à la cantine une soupe claire, ils mangeaient des légumes qui étaient un peu piqués déjà, il n'y avait pas de viande, ou de temps en temps seulement, et ils se sont mis en grève. Combien de temps? Ou une après-midi, pas plus. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient les camions qui passaient, et ils allaient les roues vers les stations thermales. Pourquoi les stations thermales? Parce que là, il y a une clientèle qui pouvait payer. Et donc eux, pendant ce temps, ils mangeaient ce qu'il n'y avait pas, si on peut dire. Et donc ils ont fait grève pendant une demi-journée. Et puis ils ont pu le travail, en s'excusant d'avoir fait grève. Mais pour attirer l'attention quand même sur ce qu'ils étaient condamnés à manger. C'est-à-dire, on était maigres à l'époque. On avait faim. Donc c'est une période très difficile. Et la création du comité au plan en janvier 1946 et en janvier 1947, c'est Jean Monnet, que vous connaissez sans doute, qui devient le haut commissaire au plan et qui va être chargé de cet organisme et qui va définir deux priorités. C'est pas manger, c'est l'énergie et c'est la sidérurgie. Si nous n'avons pas l'énergie avec le charbon, et si nous n'avons pas la sidérurgie, produire de l'acier, on ne pourra rien faire. On restera toujours au même stade. Donc pour l'instant, on se serre la ceinture. Je vous dis, c'est une période dure. On se serre la ceinture, il y a des pénuries qui dureront jusqu'en 1950. Et pénurie, ça veut dire quoi? Ça veut dire marché noir. Parce que dans des situations comme ça, il y a toujours des profiteurs. Toujours. Et en particulier, il y a une certaine animosité entre les urbains et les ruraux. Les ruraux qui vendent aux urbains. Et qui vendent en dehors des marchés prévus, c'est-à-dire au marché noir. Je ne dis pas que tous les ruraux le font, mais il y en a quand même un certain nombre. Alors voilà la 4ème République qui est sur les rails. Alors maintenant,
comment va-t-elle gouverner? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Et dans la 4e République, on a vu la fondation. Dans la 4e République fondée. Donc maintenant, nous allons voir le début de la 4e République véritablement. Alors, ce régime est un nouveau régime, bien entendu, 4e République, dans le système du tripartisme. Et Ramadier, je ne sais pas si c'est commis une erreur, en tout cas c'est ce que j'ai tendance à penser, c'est-à-dire qu'il a formé son gouvernement, il a reçu l'investiture, mais il éprouve le besoin de demander à l'Assemblée si elle est d'accord avec la formation de son gouvernement, la composition de son gouvernement. Je vous rappelle que dans son gouvernement, il n'y a pas de communistes. L'Assemblée l'accorde, puisque de toute façon, ce n'est pas une disposition qui est prévue. C'est un plus, Ramadier pour le besoin de revenir aux pratiques de la 3e République. Et donc, nous sommes dans ce contexte difficile, je vous le disais, de pénurie de marché noir. Alors que De Gaulle vient de partir, le 20 janvier 1946. Alors, revenons un petit peu sur le départ de De Gaulle. Donc, la République des partis, vous constatez que c'est un guillemets. C'est une expression de De Gaulle. De Gaulle considère que la 4e République est la République des partis. En disant cela, il le désapprouve, bien entendu, vous le comprenez. Donc, De Gaulle est parti, nous avons vu comment. Il explique cela dans les mémoires de guerre que je vous ai déjà lus. Ça se trouve en livre de poche, si ça vous intéresse. Donc, il est parti. Et De Gaulle est un personnage. C'est quelqu'un, le parcours de De Gaulle. Je vous le rappelle brièvement, le parcours de De Gaulle. De Gaulle est né dans une famille de droite. Il paraît que le père lisait l'Action française, qui est une très grande droite, mais il devient officier. Il devient officier, il fait la guerre de 14-18 et il est fait prisonnier. Ce qui pour un officier est quelque chose de terrible. Parce que pendant la guerre de 14-18, on considérait que ceux qui étaient faits prisonniers par les Allemands avaient peut-être cherché cette captivité. Parce que c'était, disons-le brutalement, une façon de sauver leur peau. Donc on se rend, on ne se bat pas, on se rend. Je ne dis pas que c'était le cas de De Gaulle, parce qu'il va prouver le contraire. Il va essayer de s'évader à plusieurs reprises. Et il va y parvenir finalement. Donc il réussit à s'évader et il finit en guerre en tant qu'officier. Il participe également, après la Grande Guerre, à une mission militaire pour défendre la Pologne contre la Russie bolchevique, en compagnie de Weygand, qui est un des généraux de l'armée française. Mais surtout, dans l'entre-deux-guerres, il va devenir l'officier de plume de Pétain. Donc, il va écrire, et c'est Pétain qui signera. Jusqu'au moment où on lui trouve que ça suffit comme ça, et il y aura la rupture entre les deux hommes. Donc, De Gaulle ne continuera pas cette collaboration avec Pétain. Arrive la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale, De Gaulle, qui prônait l'utilisation des chars, va recevoir le commandement d'une unité de chars, avec le grade de colonel. Donc il commande un régiment de chars. Et il va donc combattre au moment où les chars allemands font la percée et font un mouvement enveloppant qui va capturer toute l'armée française en Dunkerque. Donc il va réussir à retarder pendant quelques heures l'avance des chars allemands. Mais les chars allemands, c'est 300 chars qui passent par la brèche. Un régiment de chars, c'est loin
de ce nombre-là. Donc, la bataille de France est perdue, et De Gaulle est entré dans le gouvernement un petit peu avant la fin de la bataille de France, le 16 juin 1940. Il va y rester très peu de temps, dirigé par Paul Reynaud. Paul Reynaud qui passait pour un homme énergique, mais il comprend que la bataille de France est perdue, et il va rejoindre Londres. Il va rejoindre Londres, où il arrive, mais qu'est-ce qu'il représente De Gaulle? On ne le connaît pas particulièrement. Il est général à 2 étoiles à titre temporaire. Et il va réussir à finalement être accepté, je ne dis pas reconnu, accepté par Churchill. Churchill qui est le véritable chef de guerre des Britanniques. Et peu à peu, il va construire la France libre. Puis la France combattante. Et il va recevoir, je dirais, des gens qui partagent ses opinions, qui considèrent que la guerre n'est pas perdue, que cette guerre est mondiale, et que donc c'est la première bataille. Et peu à peu, il va rassembler tous ceux qui seront ses compagnons de la libération, ceux qui ensuite accéderont aux responsabilités. Il va également constituer les premières troupes françaises, avec des gens qui le rejoignent. Des Français, des Espagnols de Leclerc qui rejoignent De Gaulle donc à Londres, et ils vont débarquer d'ailleurs avec Leclerc, ils vont aller vers Paris, je l'avais raconté, et De Gaulle va essayer de faire basculer l'Empire du côté de la France libre, avec des réussites et des échecs, mais il va réussir peu à peu à créer une nouvelle armée française, en particulier à partir de l'Afrique du Nord. Je vous ai dit que cette nouvelle armée française, c'est celle qui va débarquer en Italie, puis ensuite en Provence. Je vous ai dit qu'elle était constituée par des pieds noirs, par des tirailleurs algériens, marocains, tunisiens, par des Espagnols qui sortaient des camps, par des Noirs, des tirailleurs sénégalais, etc. De nombreux, surtout des tirailleurs algériens, marocains, tunisiens. Et à partir de ce moment-là, De Gaulle va être reconnu comme le chef de la résistance théoriquement unifiée. Même si, vous savez qu'il y avait 3 grandes familles de résistants: les militaires, les communistes et les civils non communistes. 3 grandes familles. Et il va réussir à les rassembler, même si les militaires sont un petit peu sur la réserve parce qu'eux ne font pas de politique. Mais ensuite, ces unités de la résistance vont être transformées en unités militaires et donc vont participer à la campagne contre l'Allemagne en Allemagne. Et à partir de ce moment-là, effectivement, De Gaulle, vous le savez, devient le chef du gouvernement provisoire de la République française, jusqu'à sa démission le 20 janvier 1946, en pensant que la 4e République allait échouer. Elle va échouer, mais elle échouera beaucoup plus tard, 12 ans plus tard. C'est ce que les gaullistes appelleront la traversée du désert. Et De Gaulle se retirera à Colombey-les-Deux-Églises. Bon, mais tout ça, vous le savez, je le dis. Bon, donc, c'est son parcours. Autrement dit, De Gaulle est quelqu'un qui se présente comme un recours. S'ils échouent, je suis là. Pardon. S'ils échouent, De Gaulle est là. C'est pas tout à fait pareil la phrase. Bon, donc, le départ de Gaulle est parti et son départ. Mais, il est parti, mais est-il vraiment parti? Et petit 2, il va faire un grand discours à Bayeux, et nous allons voir comment on va passer de Bayeux au RPF, Rassemblement du peuple français. Vous constatez qu'il n'y a pas le mot parti. C'est un rassemblement. Alors, discours de Bayeux, il y a 2 discours de Bayeux. Il y a le premier discours de Bayeux au moment du débarquement des Alliés en Normandie. Donc, De Gaulle va
dès que possible à Bayeux, première ville libérée, et donc là, il se pose comme le chef de la France combattante, le chef du gouvernement provisoire de la République française. Mais le discours de Bayeux qui nous intéresse, ce n'est pas celui-là. C'est le second discours. C'est le discours du 16 juin 1946, 2 ans après le premier discours, à l'invitation du maire de Bayeux. Alors, le discours de Bayeux, ben écoutez, je l'ai là. Je vais vous en lire un petit peu, quelques passages. Alors, d'abord, passons sur les préambules, où il y a un certain nombre de phrases qui sont importantes, que j'ai soulignées, mais qui sont dans le texte. Il dit ceci, c'est ici, sur le sol des ancêtres, que réapparut l'État. Donc, c'est à Bayeux que l'État réapparut. Vichy est nul et non avenu. Vichy, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Donc l'État réapparaît sur le sol de Bayeux. Si cette grandeur fut réalisée en dehors du cadre antérieur de nos institutions, donc cette grande œuvre, elle est réalisée, mais en dehors du cadre antérieur de nos institutions, c'est-à-dire les institutions de la Troisième République sont nulles et non avenues. C'est terminé. Il n'y a plus de Troisième République. C'est la 4e République maintenant, parce que le discours de Bayeux, c'est du 16 juin 1946. De Gaulle est déjà parti. Il n'est plus chef du gouvernement provisoire. Il a également ceci, il dit ceci, le désastre de 1940 n'est qu'une péripétie de la guerre mondiale où la France servait d'avant-garde. Si beaucoup se plièrent, par la force, aux circonstances, le nombre de ceux qui les acceptèrent dans leur esprit et dans leur cœur fut littéralement infime. Autrement dit, les Français n'ont pas été pétainistes. C'est faux, hein? Jusqu'en 1942, les Français ont été pétainistes. Pétain est resté populaire jusqu'en 1942. Après non. Mais jusqu'en 1942, oui. Autrement dit, la France a été libérée par les Français. Point. C'est la mémoire. C'est la vulgate. Même si c'est un peu plus compliqué, en réalité. Le nombre de ceux qui acceptèrent dans leur esprit leur cœur fut littéralement infime. Le salut fut d'ailleurs du côté des armes de la liberté. Donc voilà, ce sont les Français qui ont libéré la France presque seule. On ne parle pas des Alliés, bien entendu. Une fois assuré le salut de l'État, dans la victoire remportée et l'unité nationale maintenue, la tâche par-dessus tout urgente et essentielle était l'établissement des nouvelles institutions françaises. Donc il fallait faire de nouvelles institutions. Ces nouvelles institutions, c'est la constituante, c'est la Constitution. Et cela, c'est fait. Il dit aussi, ce sont des phrases qui parsèment le texte. Puis, une fois le train mis sur les rails, nous-mêmes, nous sommes retirés de la scène. Oui et non. La nation de l'Union française attend encore une constitution. On n'avait pas encore voté pour le second projet constitutionnel. Ça viendra quelques mois après. Bref, la rivalité des partis revêt chez nous un caractère fondamental qui met toujours en question et sous lequel s'estompent trop souvent les intérêts supérieurs du pays. Les Français adorent la politique. Non mais c'est sérieux ce que je dis là. Ils adorent la politique. Ils adorent qu'on leur explique les rivalités qui peuvent exister entre tel ou tel parti, etc. Il paraît que les Français sont un peuple très politique et que c'est une de nos caractéristiques. Donc voilà, c'est pour ça que, pense de Gaulle, il ne faut pas qu'il y ait des partis. Il faut qu'il y ait des mouvements, il faut qu'il y ait des rassemblements qui rassemblent la nation. Or, les choses ne sont pas toujours aussi simples. Alors, il en vient finalement à l'essentiel. Et voici ce qu'il dit. Du Parlement, composé de 2 chambres et exerçant le pouvoir législatif, il va de soi que le pouvoir exécutif ne saurait procéder. Le pouvoir exécutif ne peut pas découler des 2 chambres. Parce que s'il découle des 2 chambres, il est faible. Parce qu'il est toujours à la merci des 2 chambres.
sous peine d'aboutir à cette confusion des pouvoirs dans laquelle le gouvernement ne serait bientôt plus rien qu'un assemblage de délégations. Sans doute aura-t-il fallu, pendant la période transitoire où nous sommes, faire élire par l'Assemblée nationale constituante le président du gouvernement provisoire, puisque, sur la table rase, il n'y avait aucun procédé acceptable de désignation. Oui, on ne savait pas comment désigner le chef du gouvernement. Donc c'est pour ça qu'il était provisoire. Hein. Mais il ne peut y avoir là qu'une disposition du moment. En vérité, l'unité, la cohésion, la discipline intérieure du gouvernement de la France doivent être des choses sacrées, sous peine de voir rapidement la direction même du pays impuissante et disqualifiée. Or, comment cette unité, cette cohésion, cette discipline serait-elle maintenue à la longue si le pouvoir exécutif émanait de l'autre pouvoir auquel il doit faire équilibre, et si chacun des membres du gouvernement, lequel est collectivement responsable devant la représentation nationale, tout entière, n'était à son poste que le mandataire d'un parti. Le gouvernement ne peut pas être le mandataire d'un parti ou de plusieurs partis, ou d'une alliance de partis. C'est donc du chef de l'État, placé au-dessus des partis, élu par un collège qui englobe le Parlement, mais beaucoup plus large, et composé de manière à faire de lui le président de l'Union française, en même temps que celui de la République, que doit procéder le pouvoir exécutif. Autrement dit, il faut que le président de la République soit élu par un collège beaucoup plus large. Je ne sais pas si vous suivez mon regard. C'est le cas aujourd'hui, puisque le président de la République est élu par les Français, par les citoyens français. Donc c'est un collège beaucoup plus large. À l'époque, le président de la République était élu par les deux assemblées. Donc le président de la République dépendait des deux assemblées. Donc quel pouvoir pouvait-il avoir véritablement? De Gaulle considère qu'il n'avait pas de pouvoir véritable. Donc il fallait élargir. Et vous savez que ce ne sera que sous la Ve République qu'on procédera ainsi. Mais pas tout de suite. Parce que les Français seront habitués au système parlementaire. Et qu'en 1958, lorsque la 4e République va disparaître, le président de la République ne sera pas élu par les Français. Il sera élu par un collège électoral élargi de 4000 électeurs. 4000, c'est déjà pas mal, mais ce n'est pas tous les Français. Donc, il faut que le pouvoir du président de la République soit indépendant du pouvoir législatif. Et c'est vrai que c'est la séparation des pouvoirs, incontestablement. C'est donc au chef de l'État, placé au-dessus des partis, élu par un collège qui englobe le sort général. Au chef de l'État, la Chambre accorde l'intérêt général quant au choix des hommes avec l'orientation qui se dégage du Parlement. Donc c'est le président de la République qui va choisir le gouvernement. Très exactement, aujourd'hui, vous savez que le président de la République choisit le Premier ministre qui propose au président de la République les membres de son gouvernement. Mais il y a accord entre le président de la République et le suffrage universel aujourd'hui et le Premier ministre. Donc il y a autonomie du pouvoir exécutif par rapport au pouvoir législatif. Même si le pouvoir législatif doit approuver, bien entendu, ensuite les décisions du pouvoir exécutif. Alors, ça c'est l'essentiel du discours de Bayeux. Et donc, que dit-il encore? Annule l'attribution de service d'arbitre au-dessus des contingences politiques, soit normalement par le Conseil, soit dans les moments de confusion grave, en invitant le pays à faire connaître par des élections sa décision souveraine. À lui, s'il devait arriver que la patrie fût en péril, le devoir d'être le garant de l'indépendance nationale et des traités conclus par la France. Autrement dit, c'est une constitution qui relèverait, je dirais, qui serait faite sur mesure pour lui, pour De Gaulle. Et le discours de Bayeux, ce seront les idées constitutionnelles de De Gaulle qu'il n'appliquera pas, qu'il ne pourra pas appliquer. Pourquoi? Nous le verrons, mais qui seront appliquées à partir de 1958. Et donc on basculera de la 4e à la 5e République, mais ça c'est une autre histoire. Donc je m'arrête là parce qu'il est déjà 10. Merci.